Le jour se lève à peine sur les côtes anglaises près du port de Douvres. Venu de la mer, un bourdonnement étrange se fait entendre. Quand soudain, tout droit sorti d'un nuage de brume, une machine volante apparaît à l'horizon. Tel un gros insecte ballotté par des rafales de vent, l'engin semble chercher sa route. Il longe les hautes falaises calcaires à la recherche d'une échancrure dans le paysage pour pouvoir se poser. Après quelques minutes d'hésitation, la machine plonge en direction d'une prairie. Le vrombissement s'arrête enfin, la machine plane encore quelques mètres, puis s'écrase doucement dans les herbes hautes. Il est un peu plus de 4h30 du matin. Nous sommes le 25 juillet 1909. Louis Blériot vient de réussir un exploit inimaginable. L'aviateur français est le tout premier homme à franchir la Manche à bord d'un appareil plus lourd que l'air. Plus d'un siècle plus tard, des passionnés ont décidé de mettre en commun leur expérience et leurs connaissances en aéronautique. En reconstruisant pièce par pièce le mythique Blériot 11, en respectant au plus près les techniques de l'époque, ils espèrent comprendre comment Louis Blériot a pu prendre un tel risque. Comment il a pu engager sa fortune, sa réputation et jusqu'à sa vie pour propulser l'aviation dans son ère moderne. Dans un incroyable hangar Eiffel, Didier Chable veille sur une collection hors norme. Latécoère 28, Farman 40, Messerschmitt ou DC-3. Depuis sa retraite, cet ancien instructeur du centre d'essai en vol de l'armée de l'air restaure de vieilles carlingues avec une poignée de passionnés. Ma passion pour la collection d'avions n'est pas venue tout de suite. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait des possibilités, avec, même sans beaucoup de moyens financiers, avec de la volonté, du travail, toute une équipe qui m'a rejoint, avec tous ces membres bénévoles passionnés d'aviation. C'est avec eux qu'on a pu récupérer, restaurer les avions qui volent et qu'on a réussi à monter cette collection d'avions. Ces appareils ont marqué l'histoire de l'aviation au XXe siècle, mais un modèle manquait à la collection. Pour Didier Chable, se lancer dans le projet Blériot 11 n'est pas qu'une simple lubie. C'est un voyage dans le temps, un retour aux origines de l'aviation, à l'époque des pionniers, quand tout était encore à inventer. L'équipe va retracer les étapes clés de l'élaboration de cet avion exceptionnel, mais sans aucun plan, la tâche est très compliquée. Effacés par les hasards de l'histoire, les dessins du Blériot 11 ont été recréés par la passion de ces hommes. Grâce à ces plans, ils vont mener une enquête historique et technique et ensemble tenter de comprendre les conditions de l'exploit de Louis Blériot. Une fois réalisée, la réplique du Blériot 11, type traversée de la Manche, trouvera naturellement sa place au centre de la grande collection de Melun. Bien sûr, le Blériot 11, tout collectionneur peut rêver d'avoir travaillé sur un Blériot et éventuellement de voler dessus. Ça, pour tout collectionneur, c'est un mythe. Didier Chable s'est entouré des meilleurs spécialistes. Ils sont menuisiers, mécaniciens ou ingénieurs.
Tous espèrent être le plus fidèles possible à l'esprit de Blériot. Refaire un avion à l'identique actuellement, c'est sans doute possible, extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas toujours tous les plans et qu'un certain nombre de savoir-faire se sont perdus. C'est très intéressant pour montrer les valeurs de l'époque, pour montrer ce que c'est que l'audace, ce que c'est que le courage, ce que c'est que de ne pas renoncer, ce que c'est que de développer la technique. À la tête de l'Aéroclub de France, Catherine Monory a été pendant toute sa carrière portée par l'histoire des pionniers. La double championne du monde de voltige aérienne préserve aujourd'hui la mémoire d'une véritable épopée. Une aventure plus que centenaire, à la fois humaine et technique, une page d'histoire écrite par des hommes et des femmes pour qui le danger n'est qu'un détail. À bord de son avion de voltige, Catherine Monory est capable d'enchaîner des figures aux limites du décrochage. Elle est l'héritière de cet esprit d'aventure et d'innovation qui règne au début du XXe siècle. L'histoire de l'aéronautique est complètement fascinante parce que c'est sans doute la première qui va se développer à une telle vitesse. Le premier vrai gros événement, c'est peut-être la traversée de la Manche avec Louis Blériot. Il se passe vraiment quelque chose. Qui aurait pu penser que 60 ans après, le Concorde fait son premier vol, et c'est tout à fait extraordinaire, et on marche sur la Lune. Dans ses pires délires, certainement Blériot ne pouvait pas penser ça. C'est une période d'une richesse absolument incroyable, et vraiment, c'est la richesse peut-être la plus grande dans l'histoire de la France technique. C'est extraordinaire, tout est parti de France. À la belle époque, cette période d'enthousiasme et d'innovation technique permanente, l'automobile commence à peine à démontrer sa supériorité sur les chevaux. Les moteurs à essence peinent à s'imposer face aux moteurs à vapeur. Dans le ciel, les ballons dirigeables dominent encore, mais le manifeste de Nadar, un passionné de l'aérostation, affirme que pour lutter contre l'air, il faut être spécifiquement plus lourd que l'air. C'est en partant de cette idée que les pionniers d'une aviation naissante se lancent. Alors que Clément Ader fait décoller du sol ce qu'il nommera avion, Louis Blériot, lui, innove dans un tout autre domaine. Aux voitures aveugles que la nuit immobilisait, j'ai pensé à donner le moyen de voir et de se diriger dans les ténèbres. Dans cette recherche, je fus heureux. Je trouve les phares. Le mot et la chose firent fortune. Assez rapidement, Blériot crée son entreprise de phares et d'accessoires automobiles. Avec à la clé un beau succès. L'ingénieur touche à tout, se lance corps et âme dans sa nouvelle passion lorsqu'il découvre les premières machines volantes exposées lors de l'exposition universelle de 1900. Dire comment j'en suis venu à l'aviation? Comment le désir a pris en moi de me donner corps et âme à cette chose qui est miraculeuse, le vol d'un être humain? Mais c'est toute ma vie qu'il faudrait exposer. Quelques années plus tard, son rêve de voler devient enfin accessible. Ce 25 juillet 1909, il est 4h40 du matin. À bord de sa nouvelle machine, Louis Blériot se lance dans la traversée de la Manche depuis les dunes de Sangatte. C'est un vol de 37 km que personne n'a jamais réalisé. Blériot est mal en point. Lors d'essais récents, une fuite d'huile moteur lui a brûlé la jambe. Il se déplace avec des béquilles. Les spectateurs matinaux scrutent le regard d'un homme qui n'a plus rien à perdre.
Blériot a du courage. Il est blessé, il a mal à la jambe, il a fait des essais, il arrive à partir dans cet état-là, mais il est tout sauf en forme. Il ne sait pas nager, il est crevé, et il y va quand même. Quand on lui dit de se lever, il est fatigué, il a à peine le courage d'y aller, puis avec l'excitation, ça va aller. Mais il fait quelque chose d'extrêmement difficile. Et ça, c'est se dire qu'on est capable de se dépasser, qu'on est capable d'aller plus loin. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est ce que chacun doit avoir en soi. C'est l'occasion de le montrer, de le développer. Une petite émotion s'empare de moi. Au moment où je prends place dans l'appareil, je me dis « Que va-t-il m'arriver ? Irai-je jusqu'à Douvres ?» Réflexion rapide, fugitive, qui ne dure pas. Heureusement. Alors que les mécaniciens de Blériot tirent l'avion au bout du champ, un navire d'escorte, l'Escopette, est déjà en mer pour suivre son périple. En cas de panne, il sera le seul espoir pour Blériot de s'en sortir vivant. Tout est prêt. Fidèle au règlement, j'attends le lever du soleil. Le blanc bientôt m'indique que le disque est apparent, au moyen d'un fanion qui l'agite sur la dune. C'est le signal. L'hélice est actionnée, le moteur démarre, le Blériot 11 s'élance en direction de la mer. L'aviateur français s'élève doucement, accroché à ses commandes. Il se demande si son avion va tenir. À Melun, la reconstruction de l'avion mythique se poursuit. Le Blériot 11, il faut noter que c'est quand même le tout début de l'aéronautique. C'est vraiment un seul avion, il y a eu des techniques qui ont été rassemblées, aussi bien au niveau du moteur que d'une structure, que des formules aérodynamiques. On a découvert un tas de choses avec ça. Didier Chable a fait appel à Patrick Sigwald, un menuisier d'exception capable de reproduire de nombreuses pièces de bois qui composent la structure de cet avion révolutionnaire. Dans son atelier, il a déjà travaillé sur des pièces de Blériot 11, mais aussi sur d'autres avions de la même époque, aux caractéristiques équivalentes. Dès le départ, on a utilisé le bois et le tissu parce que c'est ce qu'on avait. Au départ, quand il y avait tout à créer, quand les premiers ingénieurs, on va dire aéronautiques, ont commencé à faire des prototypes, bah, ils ont pris ce qu'ils avaient. Hein. Si on avait besoin d'un moteur, d'un train d'atterrissage, de machin, il n'y avait aucun fabricant de pièces comme ça. Il fallait tout créer, il fallait tout réaliser. Et donc, bah, on prenait ce qu'on avait. Donc c'est pour ça que sur les avions de cette époque-là, des années 10-20, on trouve beaucoup de variétés différentes de bois en fonction de l'utilisation. Si c'est une pièce qui demande un peu d'effort, c'est du frêne. Si c'est une pièce qui demande de la compression, c'est du hêtre, etc. À l'époque, les gens savaient bien utiliser les différentes essences de bois à bon escient partout sur l'avion. On était plus axé sur des avions un peu plus classiques, métalliques et autres. Un peu d'entoilage, ou quelques planeurs où il y a un petit peu de bois et de toile, bien sûr. Mais enfin, on n'avait jamais vraiment réalisé un avion pour le remettre en vol avec une structure en bois, avec des cordes à piano pour rigidifier cette structure. Ça, on ne connaissait pas. Donc tout ça, il a fallu qu'on apprenne. Vraiment, le Blériot, on a vraiment des techniques très particulières qu'on a découvertes. Il est loin d'être le seul. Portés par l'enthousiasme sans limite de la Belle Époque, des ingénieurs ou parfois de simples amateurs de sensations fortes testent leurs inventions avec plus ou moins de succès. Au début du XXe siècle, même les rêves les plus fous paraissent possibles, comme ce tailleur qui teste son costume parachute du premier étage de la Tour Eiffel.
Il y a un engouement que je trouve extraordinaire à ce moment-là, autour de tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment un rêve immémorial de l'humain, de réussir à s'élever. De son côté, Blériot multiplie les prototypes. 10 modèles d'avions vont se succéder en l'espace de 9 ans, avant d'aboutir au Blériot 11. En 1905, Blériot s'associe avec un autre pionnier de l'aviation, Gabriel Voisin. Ensemble, ils expérimentent sur la Seine un planeur biplan. Tiré par un canot automobile, l'appareil décolle sur 150 mètres. Puis s'écrase quelques minutes plus tard. La grosse dispute entre eux, c'est est-ce qu'on fait un biplan, est-ce qu'on fait un monoplan? Or, effectivement, les deux se discutent. Il y a toujours des avions biplans. Le biplan a plus rapidement plus de portance, bien entendu, mais il a aussi plus de traînée. Forcément, si vous avez un biplan, pratiquement à 30 à l'heure, vous allez pouvoir le mettre en l'air, alors que le monoplan, il va falloir un peu plus, par exemple, parce que vous avez moins de surface portante. Donc, ils ne sont pas d'accord là-dessus, et Blériot va quand même continuer dans sa voie, en se séparant, en lui disant « écoutez, si on ne peut pas s'entendre, je m'en vais ». Blériot enchaîne les échecs, mais il dépose aussi des brevets et poursuit ses essais car il cherche la meilleure configuration de vol. Dès 1907, il abandonne les biplans et commence à réaliser des prouesses avec ses monoplans qui volent quelques minutes seulement. Le Canard, la Libellule, le Blériot 7. On ne compte plus les prototypes à bord desquels Blériot prend tous les risques. Mais avec le Blériot 11, on est très loin de ses premiers tâtonnements. On commence véritablement à piloter. En plus d'être l'inventeur et le constructeur, donc, et le financeur, il est aussi le pilote et il fait le métier de pilote d'essai. Il fait ses essais lui-même. 1907 à Paris, Louis Blériot met les gaz pour une nouvelle tentative à bord de son modèle numéro 6, la Libellule. Il a fallu que je tente le vol, et j'ai tiré sur les commandes. L'appareil a fait un bond terrible. Là oui, j'ai eu peur. Louis Blériot, qu'on va surnommer l'homme qui tombe, et avec des gens qui sont quasi goguenards à côté en disant « tiens, il a encore cassé son truc », qui n'y croient pas du tout, il faut supporter ça autant que la peur. C'est quand même extrêmement désagréable, c'est à la limite une forme de mépris. Tiens, va jouer avec ton petit avion en papier, là, ça va... Alors qu'ils sont en train de faire parmi les plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Il faut continuer parce que je ne peux plus faire autrement. Il faut continuer parce que, comme le joueur, il faut que je me rattrape. Il faut continuer parce que c'est sûr, parce que mes calculs sont justes, exacts, la solution. Parce que je dois voler. Il faut continuer. Le Blériot 11 est souvent présenté comme le premier avion moderne. Bien que les matériaux aient beaucoup évolué depuis sa conception, sa silhouette continue de fasciner par son élégance et la pureté de ses lignes. On commence à réfléchir à faire quelque chose de très léger, parce qu'on n'a pas des moteurs super puissants. Et donc, si on veut un truc solide et léger, on n'a pas trop le choix. On est obligé de faire de la structure travaillante, c'est-à-dire quelque chose une structure évolutive, comme Eiffel a fait pour sa tour. En fait, la structure travaillante tire toute sa rigidité de la triangulation. En fait, le principe d'une structure travaillante, c'est de trianguler tous les efforts. Donc là, on voit bien sur les croisillons, chaque effort est transmis au croisillon suivant. Et donc, par triangulation, on a une structure qui est solide.
Beaucoup de gens, avec raison, considèrent que le Blériot 11 est le premier avion moderne. Effectivement, c'est un avion qui a l'allure de tous les avions de maintenant. Le moteur est à l'avant, il y a une aile monoplan, on peut le manœuvrer. Le fuselage est assez long. À l'arrière, vous avez une profondeur, un plan fixe, un plan mobile, une dérive. Le Blériot, c'est le bon équilibre qui va permettre la réussite. Hein. Il n'y a pas tout à fait de mystère. En ce 25 juillet 1909, au-dessus de la Manche, Louis Blériot vient à peine de décoller, mais le temps qui s'écoule lui semble interminable. Au-dessus de la terre, les maisons, les bois, les routes apparaissent et disparaissent comme dans un rêve. Au-dessus de l'eau, la même vague, semble-t-il, se présente toujours à la vue. Malgré la robustesse de son moteur et la légèreté de la structure de son avion, Blériot doit compter avec un ennemi autrement plus imprévisible, la météo. Louis Blériot vole à une centaine de mètres à peine de la surface de la mer. Pour le moment, il ne ressent que la fraîcheur d'une brise matinale. Même nous maintenant, quand on est au-dessus de l'eau, on n'aime pas tellement ça. Moi, si je suis au-dessus de l'eau, j'aime pas beaucoup traverser. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas grave, l'avion, lui, il ne sait pas qu'il est au-dessus de l'eau, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas lui dire. Lui, quand même, il ne sait pas nager. En plus, on ne sait pas des tas de choses. On se demande s'il ne va pas y avoir beaucoup de turbulences au-dessus de l'eau. Est-ce que l'avion ne va pas être aspiré par je ne sais quoi? Et en fait, ils se rendent compte que c'est calme. En réalité, c'est calme parce qu'il fait beau. Cela fait 10 minutes à présent que Blériot survole la Manche. Il est seul par-dessus les flots et il ne peut plus se permettre de douter ni de ses calculs, ni de son moteur. Je suis content de mon appareil. Sa stabilité est parfaite. Et le moteur, quelle merveille. Ah, mon brave Anzani, il ne bronche pas. Dans leur hangar de Melun-Villaroche, les passionnés se posent les mêmes questions qu'à l'époque. Leur propre moteur Anzani, un original sorti d'usine il y a plus de 110 ans, tiendra-t-il le coup? Avec ses 25 chevaux, il ne développe même pas la puissance d'une mobilette aujourd'hui. S'imaginer qu'il va faire décoller les 250 kg du Blériot 11, additionnés au poids du pilote, relève d'un vœu pieux. Avant toute chose, il faut vérifier son parfait état général. Les passionnés vont donc déposer ce moteur hors du fuselage, le démonter pièce par pièce et contrôler minutieusement chacun de ses rouages. Ah, ça vient. Voilà. Voilà le repère. Blériot, pour sa tentative de traverser de la Manche, avait choisi ce moteur Anzani parce qu'à l'époque, il était le seul moteur suffisamment fiable pour tenir le temps de la traversée de la Manche. Alessandro Anzani, c'était un immigré italien haut en couleur. Il avait appris la mécanique chez Buchet, qui faisait des moteurs pour les stayers, les courses de vélo sur piste en bois. Au début du XXe siècle, c'est au Parc des Princes que ces motopilotes réalisent des records d'endurance. Elles aspirent littéralement les vélos dans leur sillage pendant parfois plus d'1 heure. Le moteur Anzani était un moteur simple de conception. Alessandro Anzani, qui l'avait conçu, choisissait les bons métaux, les bons alliages. Et il maîtrisait très bien la mécanique. Il prétendait lui-même « je couche avec la mécanique ».
Et là, quand Louis Blériot est allé voir Anzani, il était quasiment ruiné. Hein. Tous les essais qu'il avait faits, ça lui a coûté une fortune. Ça lui a coûté une fortune. Quand il est allé le voir, ils ont regardé, le moteur ne rentrait pas dans le fuselage. Donc Anzani a refait un bloc moteur, non pas à 60 degrés, mais à 57 degrés, de façon à ce que le moteur rentre dans le fuselage. Après des semaines de travail, c'est un nouveau jour de test pour le moteur Anzani. Cette fois, miracle, il tourne à plein régime, projetant de grosses gouttes d'huile sur les lunettes du pilote, comme à l'époque. On voulait confirmer le nombre de tours. Ici, la vitesse du moteur qui est mesurée avec le stroboscope. C'est pour ça qu'on a rajouté ici un disque avec cette rayure blanche là pour mesurer le nombre de tours du moteur, c'est tout, quoi. Et donc là, on avait effectivement 1300 à 1400 tours, donc c'est vraiment très satisfaisant. Je vais tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression réelle. Il me semble être en ballon. L'absence de tout vent me permet de ne faire agir aucune commande de gouvernail et de gauchissement. Si je pouvais bloquer ces commandes, je pourrais mettre les deux mains dans les poches. On peut imaginer qu'un homme comme Blériot, il découvrait. On ne savait pas ce que c'était. Le terme pilotage, ça n'existait pas à ce moment-là. Il volait, il maniait des commandes et puis pour qu'il tienne en l'air, quoi. Et c'est après que petit à petit, on a dit, toucher les commandes, manœuvrer l'avion, c'est du pilotage. Et puis il y a eu même les brevets de pilote, après, délivrés par l'Aéroclub de France, qui délivrait. Ouais, je crois que Louis Blériot est le premier brevet de pilote, lui. Voilà. Louis Blériot a mis ses connaissances, son génie et sa témérité au service de ses machines. En multipliant les expériences, l'homme a inventé un système de commande à la fois simple et efficace. Il est en quelque sorte le père du pilotage aérien. Essayer de résumer brièvement les différentes opérations de déplacement, de logistique. À Melun, l'équipe de Didier Chable est toujours en quête de nouvelles informations. La réplique de leur avion doit être la plus fidèle possible au Blériot 11 type traversée de la Manche. De nos jours, comme l'avait prédit Blériot, voler est devenu banal. Traverser la Manche aussi. Mais en 1909, le monde est sous le choc. Le Daily Mail titre « L'Angleterre n'est plus une île ». Depuis, la passion des Britanniques pour l'aviation ne s'est jamais démentie. Ici, en Angleterre, c'est presque chaque semaine qu'un meeting d'avions anciens est organisé. Celui de la collection Shuttleworth fait partie des plus prestigieux. Mais Didier Chable et Alain Thomas ne sont pas venus en Angleterre seulement pour admirer des vieux avions en démonstration. Ils ont traversé la Manche pour mieux comprendre les techniques de pilotage d'un appareil exceptionnel, le plus ancien de toute la collection. Cet appareil unique au monde attend patiemment son tour dans un hangar spécial réservé aux aéroplanes d'avant la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas un hasard,
Si le plus vieil appareil de cette collection, le plus attendu du public, le dernier à décoller en fin de journée, est un monoplan à la silhouette étonnamment moderne, un Blériot 11. En Angleterre, Blériot est un des aviateurs les plus connus. Officiellement, c'est le premier à avoir traversé le Channel, ou la Manche, comme vous dites, vous les Français. Oui, c'est vraiment un pilote très célèbre. Ce que vous voyez là, c'est le plus vieil avion au monde encore capable de voler, un Blériot 11 de 1909. Il a été construit en France, puis exporté en Angleterre pour une école de pilotage à Hendon. Il a volé durant des années avant d'être abandonné. Puis Richard Shuttleworth, qui a démarré cette grande collection, l'a racheté puis restauré en conditions de vol en 1934-1935. Ah oui, ça c'est donc un super Blériot, ça. Ça, c'est le plus vieil avion au monde qui vole quand même, celui-là. Lui, le doyen. Il a le numéro 14 de série. Sa plaque d'origine, c'est bien un Blériot 11, type traversée de la Manche. Exceptionnellement, Didier Chable s'installe aux commandes de l'avion légendaire. En quelques instants seulement, il se retrouve dans la peau de Blériot. Le pilote s'émerveille toujours des commandes de vol exceptionnelles élaborées pour cet engin. Quand on braque le volant d'un côté, eh bien, on va ici agir sur le gauchissement de l'aile, c'est-à-dire la torsion de l'aile, ce qui nous permettra d'obtenir donc l'inclinaison de l'avion. Donc, quand on met le manche du côté droit, l'aile droite va se lever et la gauche qui s'abaisse. Maintenant, je vais ramener le manche dans l'autre sens, manche à gauche. Donc l'aile droite s'abaisse et l'aile gauche se lève. Ce qui nous permet d'obtenir une certaine inclinaison. Mais malgré tout, on s'est aperçu après des années d'expérience d'aviation que c'était effectivement peu efficace. Et c'est pour cela qu'après, les ailes ont été faites rigides et fixes et qu'il y a eu des gouvernes qui ont été rajoutées au bout des ailes, à l'arrière, qu'on appelle les ailerons. Blériot a inventé un système extraordinaire avec sa cloche qui fait qu'on peut le piloter de façon relativement instinctive, c'est-à-dire que si on fait basculer tout cet ensemble qui est encore sur un volant mais qui a le même rôle qu'un manche, c'est-à-dire un peu à gauche, je vais tourner vers la gauche, si je pousse, je descends, c'est logique, si je tire, je monte, et je tiens ma direction, mon lacet, je le tiens avec les pieds. Et bien maintenant, tous les avions fonctionnent encore comme ça. Mon avion, un avion de voltige qui est un avion rustique, beaucoup plus solide que ça, mais c'est la même chose. Les avions de voltige d'aujourd'hui, puissants, robustes et avec leurs grands ailerons, répondent en une fraction de seconde aux commandes du pilote. Impossible de réaliser de telles figures avec un Blériot 11. Pour piloter un Blériot, c'est quand même un petit peu particulier parce qu'il n'y a que 25 chevaux, avec un avion qui pèse 300 kg. Donc on n'a pas de réserve de puissance du tout. Donc il faut laisser décoller gentiment, laisser monter, il ne faut pas tirer sur le manche brutalement ou virer brutalement et puis essayer de revenir dans l'autre sens. Ça ne marchera pas, ça c'est sûr. En vol par-dessus la Manche depuis 20 minutes, Blériot a abandonné son escorte, l'Escopette, loin derrière lui. Il sait que s'il chute en pleine mer, il n'a aucune chance de s'en sortir. Pendant une dizaine de minutes, je suis resté seul, isolé, perdu au milieu de la mer intense, ne voyant aucun point à l'horizon, ne percevant aucun bateau. Ce calme, troublé seulement par le ronflement du moteur, fut un charme dangereux dont je me rendis fort bien compte. Aussi j'avais les yeux rivés sur le distributeur d'huile et sur le niveau de consommation d'essence.
De l'essence, le Blériot 11 en transporte exactement 18 litres dans son modeste réservoir. De quoi parcourir environ 40 km en fonction du vent. À peine plus que la distance entre Calais et Douvres, soit 34 km à vol d'oiseau. J'aime beaucoup la façon dont Blériot le dit. Quand il part, c'est quand même du stress. Et puis tout d'un coup, ça va bien. Il voit plus rien. En plus, c'est sûrement un peu brumeux. Il est entre ciel et terre, et tout est calme, tout est doux, tout va bien. Je ne pense plus maintenant qu'à mon appareil, au moteur, à l'hélice. Tout est en mouvement, tout vibre. Et puis tout d'un coup, tous les compteurs dans le rouge, comme on dit chez nous, immédiatement pourquoi le moteur a eu un raté. Je pense que sa tension a pris 10 points. Et puis non, ça se calme. Et je dis, ah ben non, alors je vais... Et il retrouve un peu de calme, mais c'est terminé. Le vent et la brume me prennent. Je dois lutter avec mes mains, avec mes yeux. À Melun, une opération délicate est en cours. Pour venir en aide aux passionnés, un spécialiste a été appelé en renfort. Tu mettras la cale. Pascal Conchon a déjà entoilé des centaines d'avions par le passé. Certains très modernes et d'autres beaucoup plus anciens. Tu viens avec moi ici, grand Jean-Michel. Elle n'est pas bonne, faut le faire. Il s'agit, comme à l'époque, de recouvrir le fuselage et les ailes d'un tissu protecteur. Tout un art. Beaucoup de gens ne savent pas qu'un vieil avion, ou même un avion encore moderne maintenant, on en fabrique toujours en France en série, c'est des avions qui sont constitués de petits bouts de bois collés avec de la toile dessus. Ça reste très vague pour les gens et c'est assez surprenant, voire effrayant pour certains. Et donc ces méthodes-là se sont perdues dans le temps et maintenant il reste très peu de gens qui sont capables de le faire correctement ou au moins avec les bonnes méthodes ou les bons gestes. Une fois la toile tendue, ses bordures sont collées directement sur le bois. Exactement comme le faisaient Blériot et ses équipes il y a 110 ans. On a voulu coller au plus près de la réalisation d'époque. C'est-à-dire qu'on a utilisé les mêmes essences de bois, on a refabriqué des gabarits qui n'existent plus. C'est passé juste à pas descendu. La seule petite chose qui est un peu différente, c'est au niveau de la colle. Mais on a quand même utilisé une colle bakélite, qui est une colle qui a plus de 100 ans d'existence. Donc on est sensiblement dans la même procédure, on va dire, et dans l'usage des mêmes matériaux. Ensuite, le tissu, on savait que c'était du coton, donc on a fait fabriquer à la demande du coton avec la même qualité de résistance. On va utiliser des enduits et des colles cellulosiques exactement comme ils existaient déjà à l'époque. Et on va mettre des baguettes, des petits joncs, des demi-ronds de pain, exactement comme c'était fait aussi, avec des pointes à l'identique aussi, des petites pointes de laiton. Voilà. Donc on est vraiment au plus près de la méthodologie et des matériaux utilisés il y a plus de 100 ans. Une aile est née sous nos yeux. Une aile dont le profil si particulier a permis à Louis Blériot
de tenir jusqu'à la côte anglaise. Les qualités de vol du Blériot 11 continuent d'interroger les historiens des sciences aujourd'hui. Mais en 1909, personne n'avait étudié l'aérodynamique. Personne? Pas tout à fait. Un ingénieur exceptionnel, sorti de l'école centrale comme Louis Blériot, s'intéressait à ces questions depuis quelques années. Gustave Eiffel. On le sait peu, mais le géant du fer a dédié la fin de sa vie à l'aérodynamique, dont il a été l'un des pionniers. Au début de l'année 1909, Blériot avait conçu 2 autres prototypes, le Blériot 9 et le Blériot 10. Aucun des 2 n'a jamais quitté la terre ferme. Comment Blériot a-t-il pu en quelques mois surmonter ses échecs pour créer son chef-d'œuvre, le Blériot 11 ? Pour tenter de répondre à cette question, Alain Thomas a réalisé une maquette d'une aile de Blériot 11. Il voudrait la faire tester au laboratoire aérodynamique Eiffel, toujours en activité aujourd'hui. Ah oui, c'est la deuxième soufflerie construite par Gustave Eiffel, hein. La première en 1909 au Champ de Mars, et la seconde ici, qui est une version améliorée de celle du Champ de Mars, qui a été construite en 1912 et qui tourne continuellement depuis cette date. L'année de l'édification de cette bâtisse. Tout à fait, oui, c'était installé en même temps. Ah, magnifique. Je pense que celle-ci, c'est la vraie première soufflerie moderne. D'abord parce elle va à des vitesses qui sont beaucoup plus importantes que toutes les souffleries de l'époque, hein, 100 km/h, ce qui est extrêmement important. Les plus rapides à l'époque allaient à peine à 50 km/h. Surtout, il invente tout le matériel de mesure qui permet de mesurer les effets du vent sur un avion, c'est-à-dire les 2 phénomènes qui intéressent les gens qui fabriquent des avions, la portance, hein, les forces verticales qui permettent à l'avion de se maintenir en l'air, et la résistance à l'avancement, le CX. Combien on a de diamètre là, ici? Alors, on a 4 mètres de diamètre au ventilateur. Hein. On a une perception qui est assez différente parce qu'il y a ce diffuseur qui nous fausse la vue. Hein. Ouais, donc c'est assez important, et ça fait une grosse installation. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Le ventilateur il pèse 7 tonnes, fait 4 mètres de diamètre. 7 tonnes ouais. Aïe aïe. 7 tonnes. Je pense qu'on va la mettre comme ça, mais on la mettra aussi à l'horizontale dans sa vraie position pour pouvoir voir la différence d'écoulement et puis essayer d'appréhender ce qu'est l'effet de portance sur l'aile. Dans une soufflerie, l'air est aspiré de façon régulière et constante pour offrir un flux d'air stable permettant une large série de mesures très précises. Avec les débuts de l'aéronautique, l'étude de l'écoulement des flux d'air le long des profils d'ailes va finalement s'imposer. Le galbe réussi de la maquette ralentit la vitesse d'écoulement de l'air au-dessus de l'aile. Cette différence de vitesse d'écoulement entre le dessus et le dessous de l'aile crée la portance. Le Blériot 11, comme tous les autres avions à aile fixe, est donc bien aspiré vers le haut pour décoller. C'est bien donc dans les souffleries qu'on a découvert le phénomène de portance, hein, cet effort vertical qui permet à l'avion de rester en l'air. C'est lié à la surface de l'aile, c'est lié à sa forme, comment l'avion peut voler. Les premiers avionneurs pensaient que les ailes, finalement, il fallait les faire plates dessous pour qu'elles puissent s'appuyer sur l'air et que seulement un moteur permettait de déplacer l'avion. C'est vraiment le travail expérimental en soufflerie qui a permis de comprendre le rôle primordial de l'aile et de la faire évoluer pour lui donner ses meilleures caractéristiques pour les avions. Le monoplan Blériot vole normalement dans les conditions les plus favorables. Elles correspondent au minimum d'effort de traction et au minimum d'effort utile. Voici les mots de Gustave Eiffel à propos du profil du Blériot 11 dans un livre publié en 1910. C'est donc grâce au progrès de l'aérodynamique et aux travaux du géant du fer que Louis Blériot a pu tenter son incroyable traversée.
Au-dessus de la Manche, après 30 minutes de vol, Louis Blériot sort enfin du brouillard. Il aperçoit la côte anglaise. Il y a un moment où il a perdu l'escopette, le contre-torpilleur, de vue. Il s'est retrouvé seul entre le ciel et l'eau. Il n'y avait plus rien derrière, plus rien devant. Et donc c'est là qu'il a dérivé vers la mer du Nord. Et au bout d'un moment, il s'est dit, il y a un truc qui ne va pas, le temps, tout ça, il n'y avait rien qui collait sur ses calculs. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait dérivé. Et cependant, je ne vois pas d'ouvre. Ah, diable! Où suis-je donc? Au bout d'un moment, il voit des bateaux se diriger sur sa gauche. Et puis d'un seul coup, il souffle, la côte se dessine. Mais il se retrouve bloqué par des falaises bien trop hautes pour la faible puissance de son moteur. Son réservoir d'essence est presque vide, mais l'aviateur français veut encore y croire. Je longe la falaise du nord au sud, mais le vent contre lequel je lutte maintenant reprend de plus belle. Blériot n'a jamais eu l'occasion de repérer son atterrissage en Angleterre. Alors il cherche un endroit propice pour se poser. Il n'arrive pas à monter aussi haut que les plus hautes falaises. Donc c'est quand même assez angoissant parce qu'il ne sait pas combien de temps le moteur va tenir. Je crois qu'il a 50 minutes, mais il a quand même pas, il ne peut pas rester 2 heures à se demander où il va se poser non plus. Une anfractuosité de la côte se présente à ma droite, un peu avant le château de Douvres. Je m'y dirige, je m'y précipite. Il se dit, bon, là, il faut que j'y aille, quoi, parce qu'il va rentrer là-dedans et derrière, il faut trouver un endroit. Ils n'ont pas besoin de grand-chose, mais il faut quand même aller 200 mètres ou quelque chose d'un peu plat où je puisse poser l'avion. L'histoire raconte qu'il est accueilli par un drapeau français agité par l'envoyé spécial du journal Le Matin, un certain Charles Fontaine. Il s'agit maintenant d'atterrir. Mais le remous est violent. Et dès que je m'approche du sol, un tourbillon me soulève. Il est à bout, je pense, de stress, d'énergie. Et il dit vers 20 mètres, ce qui est extrêmement haut. Il réduit tout et il dit, allez, adieu va, j'en ai déjà cassé d'autres. C'est terminé. La lutte dure peu, cependant, car je ne puis rester longtemps dans les airs. Et maintenant, au petit bonheur. Un bout de l'hélice et du train d'atterrissage ont cassé. Mais cela n'a plus aucune importance pour Louis Blériot. Il est 4h42 du matin et il vient de traverser la Manche. Instantanément, il est propulsé au rang de héros national. L'aviateur français a gagné son pari. Il va devenir le père de l'aviation moderne. Lorsqu'il est de retour en France, à Paris, c'est une foule de 100 000 personnes qui l'accueillent. Du jamais vu. Les commandes de Blériot 11 pleuvent. 200 appareils seront construits à la suite de l'exploit. C'est le tout début de l'industrie aéronautique. En octobre 1909, au Grand Palais, se tient le premier salon de la locomotion aérienne. Mais cette fois, ce ne sont pas les immenses aérostats dirigeables et les ballons qui attirent les visiteurs, mais un engin beaucoup moins impressionnant, en apparence plus fragile, moins puissant, qui vient pourtant de réaliser un exploit à portée mondiale.
Plus de 100 ans après ce premier salon de la locomotion aérienne, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget est toujours le plus grand rassemblement d'avions du monde. Tous les constructeurs y sont représentés, notamment Airbus, descendant direct de Blériot Aéronautique. Pour les passionnés de Melun, exposer ici leur Blériot 11 représente l'aboutissement de plus de 2 ans de travail. Les ailes de cet étrange oiseau aux allures squelettiques, démontées pour le transport, sont remises en place. Pour les curieux qui s'arrêtent devant le stand, il ne reste qu'à honorer la mémoire du père de l'aéronautique moderne, Louis Blériot. Louis Blériot, c'est peut-être le premier grand événement. Puis la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, le vol de Gagarine et le premier pas sur la Lune. Voilà, si je pense à spontanément, les plus grands événements, ça va être ça, c'est ceux qui étaient inimaginables. Dépasser la vitesse du son, faire piloter un robot, voler entièrement à l'énergie électrique. Combien d'exploits inimaginables ont été accomplis depuis l'époque des pionniers. La collection de Melun, qui a pour ambition de retracer toute cette évolution, est enfin complète. Le Blériot 11 a trouvé sa place. Peut-être qu'un jour, il décollera à son tour. Comment je suis devenu aviateur? C'est pour être tout simplement venu à une époque heureuse de cette histoire humaine, qui depuis la légende d'Icare jusqu'à l'avion d'Adair, s'est poétisé d'un rêve ailé. Notre imagination inventive n'est que le reflet de ce rêve millénaire. Nous sommes en train de le réaliser. Mais ce sont eux, les vaincus de la légende, les hallucinés, les rêveurs chimériques et bafoués. Ce sont eux, les inventeurs.